On peut attaquer? On attaque. Merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous, Étienne. Dans votre bureau, c'est là que vous êtes tous les jours? Ah oui, une partie de mes journées. Une bonne partie de vos journées? Quand je ne suis pas sur le terrain. Quand vous n'êtes pas sur le terrain. Et on a l'impression qu'on nous met toujours des normes et des normes et des normes. Il faut utiliser moins de produits phyto et c'est une bonne chose. C'est quoi vos ambitions pour la suite? L'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des crises agricoles. Maintenant, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme on dit. Et c'est vrai que le monde agricole a beaucoup de crainte envers le monde politique. Et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il faut multiplier les contrôles. Alors, on va commencer vite fait un peu. Vous êtes originaire Du Doubs. Du Doubs, vous étiez député du Doubs. J'étais maire de Morteau, une commune du territoire de moyenne montagne rurale, agricole, et ensuite députée de ce même territoire. Et ensuite ministre de l'Agriculture. Et puis ministre de l'Agriculture. Et alors, comment on est venu vous chercher pour être ministre de l'Agriculture? C'est Michel Barnier qui, connaissant mon parcours de député proche des milieux agricoles, m'a proposé ce magnifique ministère. Contente d'être là? Absolument ravie, heureuse. Maintenant, première question, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois d'être inutile, de ne servir à pas grand-chose? On est agriculteur ou agricultrice, on a l'impression que depuis des années et des années, on fait des manifestations, on bouge beaucoup et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Comment vous expliquez le fait qu'on est sorti il y a un an, enfin il y a plus un an et demi, avant le salon de l'agriculture il y a un an et demi, qu'on est ressorti en début d'année et qu'on ressort tout le temps comme ça? À un moment donné, on se dit, mais à quoi ils servent au ministère de l'Agriculture? Alors, je serais tentée de vous dire, le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère des crises. C'est quelque chose qui est récurrent. Puis d'ailleurs, depuis l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des crises agricoles. On est d'accord. Elles sont plutôt moins violentes et moins nombreuses aujourd'hui parce qu'on a de meilleurs outils pour protéger les cultures, pour faciliter le travail des éleveurs. Vous êtes éleveur. Le métier que vous exercez n'est certainement pas le même que celui qu'exerçaient vos grands-parents. Pas du tout. Je pense que c'est inhérent à la matière même de ce ministère. C'est un ministère où il y a toujours des problèmes à gérer. Oui, il y a toujours des problèmes à gérer, mais est-ce qu'on peut créer une agriculture ou faire évoluer l'agriculture française en ne gérant que les problèmes? Non, non, pas du tout. Effectivement, vous avez raison, c'est une bonne question. Moi, depuis que je suis dans la vie publique, j'ai toujours cherché à apporter des solutions concrètes. Quand je mets en place, quelques semaines après mon arrivée, le contrôle administratif unique, c'est du concret, c'est du précis. Quand je dis aux agriculteurs, lors de la prochaine campagne de versement des aides PAC, tous les agriculteurs recevront leurs acomptes PAC, même ceux qui sont en contrôle, c'est du concret. Quand je défends mon budget pour défendre 1,5 milliard d'allègements sociaux et fiscaux, c'est du concret. Quand je règle des situations particulières, car ça m'arrive, les gens m'écrivent beaucoup pour me parler de leur situation personnelle. J'essaie, dans la mesure du possible, d'apporter des solutions concrètes. Quand les femmes agricultrices me disent « Madame la ministre, voilà, il y a des questions spécifiques aux femmes », je les réunis, on essaie d'apporter des solutions. Voilà. Après, vous n'êtes pas là depuis très longtemps. Depuis 9 mois. Depuis 9 mois, au-delà de votre fonction de ministre de l'Agriculture, depuis très longtemps, on manifeste tout le temps. Comment vous voyez les choses dans les mois, dans les années qui viennent? Peut-être, je ne sais pas combien de temps vous allez être encore au ministère de l'Agriculture et comment le gouvernement va tenir encore. Mais comment vous voyez les choses dans l'avenir? Alors, aussi bien Mercosur qui arrive, enfin, négociation qui arrive depuis 20 ans, 25 ans, le Mercosur est négocié. Est-ce qu'il va être signé? On se pose toujours la question. Comment vous voyez le futur de l'agriculture française? Alors, vous avez raison de poser cette question, Étienne, parce que moi, je suis la ministre des agriculteurs, donc je réponds aux situations des filières, aux situations particulières, aux problèmes qui se posent au monde agricole. Je suis la ministre des agriculteurs, mais je suis aussi la ministre de l'Agriculture. Ça veut dire qu'il faut que avec les professionnels, je trace un chemin pour l'agriculture demain. Ce chemin, pour moi, il est borné assez précisément. D'abord, c'est un chemin qui se projette résolument vers l'avenir. C'est pas un regard passéiste, déclinant, misérabiliste. C'est une vision offensive, dynamique, moderne, inventive, qui correspond d'ailleurs à ce que je connais de ce monde-là. Moi, je le fréquente depuis longtemps et je vois la capacité du monde agricole à toujours renouveler les approches. C'est bien sûr autre marqueur fondamental de l'agriculture de demain, c'est comment on concilie
les aspirations légitimes au respect de l'environnement avec l'acte de production. C'est noble de produire de l'alimentation. Moi, je veux dire la noblesse de la production alimentaire. C'est quelque chose qui doit être considéré par nos concitoyens. Ils aiment leurs agriculteurs, mais je voudrais qu'ils aiment leur agriculture. C'est ce que j'allais vous dire. On sait que les gens, le citoyen aime les agriculteurs et les agricultrices. On sait qu'on a une bonne cote de popularité. Par contre, ils ont peur de l'agriculture, de la façon dont on travaille, nous, sur nos fermes. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive aussi à expliquer aux gens, c'est comment on travaille. Et je me demande toujours pourquoi on n'y arrive pas. Et surtout, quand je vois des reportages à la télévision, notamment sur les médias publics, il y en avait encore eu un la semaine dernière sur l'irrigation et le maïs et la méthanisation. Et je me dis, mais comment, à notre petit niveau, nous, agriculteurs et agricultrices, on peut contrer des grosses machines comme ça et dire ces gens-là qui sont le service public, donc qu'on finance dans un sens, comment ça se fait qu'ils nous détruisent autant et qu'après, derrière, nous, on rame comme des malades sur les réseaux sociaux, parce que voilà, c'est ce que je fais, moi, sur les réseaux sociaux, ou peut-être vous, dans le ministère, pour rétablir la vérité, parce qu'il y a des choses qui sont quand même fausses. Alors, il y a des choses qui sont arrangées et tout, il y a quand même des choses qui sont fausses. Et comment on fait pour rétablir cette vérité-là qu'on n'arrive pas? Alors, elle n'est pas uniforme sur tout le territoire. Là où les agriculteurs sont implantés, ils ouvrent leurs fermes dans Bienvenue à la ferme. Ils sont impliqués dans la vie locale, ils participent aux conseils municipaux, ils sont dans la société, dans le monde associatif. Beaucoup d'agriculteurs sont dans le monde associatif. On les connaît, on les reconnaît, ils n'ont pas de problème. Sur le terrain, non? Mais on a une frange de la population, plus elle est éloignée de la réalité de votre métier, plus elle s'autorise à porter des jugements et des jugements définitifs. C'est ça. Et ça, c'est insupportable. Et moi, je le combats avec détermination. Parce que, à force de taper sur les agriculteurs, on ruine le contrat de confiance qu'il y a entre la nation et ceux qui les nourrissent. Et ça, c'est insupportable. Moi, je dis toujours à ceux qui ont la critique facile, est-ce que vous seriez prêts à travailler autant que les agriculteurs et à avoir un revenu parfois aussi modeste. Donc, pour moi, vraiment, je ne dis pas que les agriculteurs, comme les politiques, sont exempts de tout reproche, parce qu'on peut toujours progresser, on peut toujours... Mais il y a véritablement un devoir des responsables politiques de défendre la profession. On a une des plus belles agricultures au monde par sa diversité, par son respect de l'environnement, par son inventivité, et les Français ne le savent pas assez. Donc notre rôle, c'est aussi d'être la voix de l'agriculture pour dire stop à cette espèce de tendance qui voudrait faire des agriculteurs les responsables des de problèmes. Tous les maux environnementaux. Exactement. Et ça, c'est un enjeu vraiment très, très important. Et donc ça amène une autre remarque, une autre question par rapport au ministère de l'Environnement. On a l'impression, nous, agriculteurs ou agricultrices, que le ministère de l'Environnement dicte certaines règles et que vous êtes obligés de les appliquer. Que ce soit... Alors, le discours a changé la semaine dernière sur le stockage de l'eau, un petit peu, on l'a remarqué, heureusement. Mais j'en reviens à nos voisins européens ont des règles plus souples que les nôtres. On est en concurrence avec leurs produits, clairement. Je parlais du sucre, des céréales, le lait un peu moins, mais quand même. Les fruits et légumes. Les fruits et légumes, voilà. On est en concurrence avec tous ces pays européens et même autres qu'européens, mondiaux, où on voit ces produits arriver dans nos magasins qui ne respectent pas nos normes, que nous, on nous impose en France aujourd'hui, et qui sont quand même vendus. Et moi, je me demandais, mais comment on peut accepter d'importer des produits en France qui ne respectent pas les normes que nous, on nous impose? Et comment on fait pour... Et c'est pour ça qu'il faut des contrôles. Et les contrôles, il faudrait qu'ils soient plus nombreux. Et il y en a. On arrive à bloquer des productions qui ne respectent pas nos normes. La semaine dernière encore, on a bloqué dans un port européen des volailles qui venaient d'un des pays du Mercosur qui n'avaient pas le droit de les exporter. D'accord. Donc il faut multiplier les contrôles parce que l'espace européen, c'est un espace particulier au sens où on s'est donné des règles exigeantes. Oui. Et que tous les produits qui sont, ou les productions, les modes de production interdits en Europe doivent à l'évidence être interdits aux produits que l'on importe. Ça, c'est la base même d'une concurrence loyale. Et pourquoi on n'arrive pas à le voir ?
Alors, parce que il faut intensifier les contrôles, parce que vous avez toujours des circuits parallèles qui s'arrangent pour pénétrer. Mais comme me l'a dit un jour le ministre polonais de l'Agriculture, il m'a dit accéder au marché européen, c'est un ennoblissement. Précisément parce qu'on a chez nous, en Europe, des règles particulièrement exigeantes et qui doivent s'appliquer à tous. C'est un des motifs pour lesquels nous refusons l'accord avec le Mercosur et que je me bats comme un beau diable pour pouvoir empêcher la conclusion de cet accord parce que tel qu'il a été prévu, il n'est pas suffisamment protecteur. D'abord, il importe trop de matière. Ensuite, les règles de réciprocité des normes ne sont pas assez solides. Et il n'y a pas de clause de sauvegarde robuste pour protéger 4 filières en particulier qui sont très exposées. Donc, dans un monde très ouvert, comme on le connaît aujourd'hui, il ne faut pas être naïf. Et des fois, l'Europe est un peu naïve. Maintenant, elle profite des échanges internationaux aussi. C'est ce que j'allais vous dire. La balance commerciale agroalimentaire et agricole, elle est excédentaire de 67 milliards. Ça veut dire que l'exportation de nos produits, c'est une part de la prospérité de nos agriculteurs. Tout à fait. Donc il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Non. Comme tous les agriculteurs, je suis très heureux si ma production s'exporte à l'étranger. Et donc c'est logique qu'on importe aussi de la nourriture ou des produits alimentaires de l'étranger. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Là où on n'est pas souverain, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça. Mais là où on est souverain et là où ça ne respecte pas nos normes, là, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de mal à l'accepter. C'est insupportable, c'est inadmissible. Oui, mais on a toujours cette barrière-là où se dire, mais pourquoi ça arrive quand même, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça la réflexion. C'est parce qu'il faut d'abord, dans les accords de libre-échange que l'on conclut, il faut poser des clauses très fermes. Et d'ailleurs, au Conseil Agripêche qui s'est tenu en début de semaine à Luxembourg, tous les ministres, quasiment tous, à l'exception de 2 ou 3 sur les 27, ont dit, voilà, dans les prochains accords de libre-échange, il faut, des études d'impact sur les conséquences de la conclusion des accords, non seulement des études d'impact au niveau européen, mais au niveau de chaque pays. Deuxièmement, il faut des clauses de sauvegarde solides, c'est-à-dire que si on importe des productions qui déstabilisent nos propres marchés, il faut pouvoir freiner, comme on l'a fait avec l'Ukraine. Troisièmement, il faut suivre les accords. Est-ce qu'ils se déroulent bien? Est-ce que les partenaires sont loyaux? Est-ce que les contrôles sont effectifs? Est-ce qu'il n'y a pas des comportements qui sont déloyaux? Et quatrièmement, il faut prévoir une réciprocité des normes. Je suis convaincue que les accords de libre-échange nouvelle génération obéiront à ces critères, ce que ne fait pas le Mercosur. Alors, on est d'accord sur ce sujet-là. Maintenant, on va revenir un petit peu sur le revenu des agriculteurs. Je pense que c'est aussi la première chose qui revient à chaque fois que je discute avec des agriculteurs ou des agricultrices. C'est pourquoi on n'arrive pas à vivre correctement notre métier. Il y a plusieurs points là-dessus. Il y a le point où nous, agriculteurs, on est plutôt mal organisés commercialement pour vendre notre production. Si je prends un exemple tout bête qui est les deux plus grosses laiteries en France qui sont Sodial et Lactalis, un coopératif et une privée. Et on se rend compte aujourd'hui que le prix, que ce soit privé ou coopérative, il n'y en a pas une grosse différence. Voilà. On s'est battu de nombreuses années pour ça. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais comment ça se fait que ce soit en coopérative ou en privé, on n'arrive pas à gagner notre vie en lait? Alors, le revenu des agriculteurs, c'est la question majeure. On ne peut pas demander à des agriculteurs de travailler aussi dur comme ils le font pour un revenu qui ne permette pas de vivre correctement. Ça, ce n'est pas possible. C'est indigne, c'est injuste, c'est insupportable. Le revenu des agriculteurs, c'est trois choses. Ce sont d'abord des moyens de production. Il faut de la terre. C'est pour ça qu'il faut protéger la terre agricole comme la prunelle de nos yeux. On est d'accord. Deuxièmement, c'est de l'eau. Il faut de l'eau. Et vous dites souvent l'environnement dicte sa loi à l'agriculture, mais ça marche des fois dans l'autre sens. C'est-à-dire que les exigences, moi, que je rappelle au nom des agriculteurs, elles finissent par être entendues par les responsables de l'environnement. Et troisièmement, ce sont des moyens de protection des cultures pour éviter les ravageurs. Et pour éviter, vous êtes un éleveur, pour éviter les maladies animales, pour éviter les maladies végétales. Deuxièmement, c'est des aides. C'est-à-dire que
la production de nourriture, elle est d'intérêt général majeur. Comme on l'a dit dans la loi d'orientation agricole. Il est normal que les agriculteurs, en ce qu'ils participent à une dimension essentielle de la vie de la nation, puissent bénéficier de la solidarité nationale et européenne. Donc ce sont des allégements de charges fiscales, sociales, ce sont des dispositions d'aide européenne qui sont données aux agriculteurs en rétribution légitime de leur travail. Et troisièmement, ce sont des prix. Et ça, la protection du prix de la matière première agricole, c'est la loi Egalim. Elle ne fonctionne pas partout, pour toutes les productions, mais là où elle protège la matière première agricole en disant « vendre à perte est interdit ». C'est cet équilibre-là entre la grande distribution, le transformateur agro-industriel et l'agriculteur. On n'arrive pas, de par notre organisation économique, commerciale, et aussi de par les lois qui nous contraignent parfois, on n'arrive pas à s'organiser face à ces acheteurs-là. Et moi, je pense qu'il y a un gros problème au niveau de la loi française et européenne. Je l'ai vécu, alors ça fait quelques années maintenant, mais quand j'étais syndicaliste jeune agriculteur, je me rappelle très bien quand on est passé des quotas au contrat et quand l'État nous a interdit de nous organiser au niveau de la filière interprofessionnelle laitière. Je me suis dit, à un moment donné, quand l'État nous met des bâtons dans les roues comme ça, c'est qu'il y a un gros problème de gouvernance et qu'on n'a plus envie d'agriculture en France. Et il faut qu'on retrouve cette volonté de produire, comme vous l'avez expliqué, de produire écologiquement intensivement, on va dire, parce qu'on va en avoir besoin, de respecter toutes les agricultures qui existent en France, que ce soit du bio, du conventionnel, l'agriculture de conservation des sols, peu importe le maraîchage, l'élevage, peu importe ces choses-là, on a besoin de toutes les agricultures en France. On a la chance en France d'avoir une richesse agricole qui est quand même assez incroyable, avec plein de producteurs qui font de façon différente et de productrices. On a la chance en France d'avoir une agriculture familiale, avec moi je suis la 5e génération sur la ferme, et on a cette chance-là encore en France, mais on a ce côté, et là on va peut-être parler d'éducation au niveau des futurs agriculteurs et agricultrices. On n'est pas formé, on est formé à produire, on n'est pas formé à vendre. Moi j'ai remarqué cette chose-là, c'est-à-dire que les cours de zootechnie, d'agronomie, on est super calés, les cours parce que ça fait partie de notre d'économie, relations commerciales avec les agro-industriels, politique, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent au niveau des politiques, au niveau du syndicalisme, au niveau des négociations commerciales. On ne l'apprend pas à l'école, ça. Est-ce qu'il n'y a pas un gros problème au niveau de l'éducation agricole ? Alors, dans la loi d'orientation agricole, il y a tout un volet sur la formation des jeunes agriculteurs. Et là, on voit bien qu'il faut à la fois former nos jeunes au métier de l'agriculture, de l'agronomie, une formation aussi à de nouvelles organisations professionnelles, sociétaires. Il faut aussi une formation au niveau de la constitution de société, la vie au sein des GAEC, etc. Être agriculteur ou agricultrice, c'est un métier qui va toucher à tellement de choses. Tout à fait. Et aussi en matière économique, parce que vous êtes des acteurs économiques majeurs. Et puis en matière aussi d'adaptation au changement climatique et environnemental. Tout à fait. Donc moi, j'ai créé par la loi une 6e mission de l'enseignement agricole qui précisément forme nos jeunes à l'enseignement d'une agriculture qui s'adapte au changement climatique et environnemental. C'est aujourd'hui, moi je suis frappée quand je discute avec les jeunes agriculteurs chez moi, de leur niveau de formation qui est remarquable. C'est plus du tout la formation qu'on avait que vous avez, j'imagine, mais que même moi j'ai connu il y a 20 ans. Autrefois. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui se sont formés à l'agronomie, à la conservation des sols, à l'adaptation des cultures au changement climatique, au machinisme de précision, à la tech aussi, parce que la tech agricole va nous apporter des progrès immenses. Depuis 10 ans, on est dans la révolution de la tech agricole. Oui. Ça, c'est fabuleux, c'est fascinant. Moi, je suis fan de ça, j'adore ça. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'être ultra performants. Le problème, c'est le coût de ces outils-là, qui coûtent extrêmement cher. Alors, ça arrive sur le marché, ça se normalise, entre guillemets, mais ça coûte énormément d'argent. Ça coûte encore très cher. Ça coûte très cher, comme coûte cher d'ailleurs des tracteurs. J'allais vous le dire. On a une inflation sur le matériel agricole depuis 2-3 ans, depuis la guerre en Ukraine quand même,
qui est assez improbable, où on a du mal même à comprendre comment on peut en arriver à des extrêmes pareils. Je vois un tracteur que je payais, moi, on va dire, pour prendre un chiffre un peu rond, 70-80 000 euros il y a 20 ans. Aujourd'hui, on va quasiment le payer le double. Oui. Alors, sur le machinisme, c'est vrai que les aides publiques ont créé quelques programmes d'aide au machinisme, mais vous voyez bien que les besoins sont immenses à hauteur de plus de 100 000 euros le tracteur. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas équiper, ça coûterait des milliards d'aider à équiper l'ensemble du territoire agricole. En revanche, je suis persuadée que ces outils de machinisme intelligent, ils vont se démocratiser, d'une part. Pour l'instant, on n'est encore qu'au début. Deuxièmement, il y a quand même l'organisation fabuleuse que les agriculteurs ont su mettre en place, qui est la mutualisation du matériel agricole, que vous avez mise en place et qui est quand même quelque chose de formidable. Puis c'est peut-être une autre culture dans l'acquisition des matériels. Avoir le dernier cri, c'est pas toujours opportun. Il y a un coût énorme sur du matériel qu'on peut diviser avec plusieurs agriculteurs, d'où, comme vous l'avez expliqué, l'intérêt des CUMA. Vu qu'il nous reste que 10 minutes, on sent que l'Europe est partie sur un système, alors elle a viré un peu de bord depuis quelques mois, un an ou deux, très vert, et on s'est dit, putain, la PAC, ça va nous faire mal en fait. J'ai discuté avec un viticulteur ce matin avant de venir qui m'expliquait que lui, en tant que viticulteur dans le cognac, en fait, s'il voulait toucher des aides PAC, il fallait qu'il fasse de la jachère. En fait, sur ses vignes, sur le cognac, non, s'il fait du cognac, s'il voulait toucher des aides PAC, il fallait qu'il ait une partie en jachère. Donc il a des terres, lui, à côté. Il m'a expliqué qu'il avait une 50aine d'hectares. Et sur ces 50 hectares de terres agricoles, il était obligé d'en mettre 10 hectares en jachère pour pouvoir toucher des aides PAC. Et donc ça, c'est des sols, entre guillemets, perdus, qui ne peuvent pas produire. Et c'est un exemple comme un autre, voilà, parce que j'ai discuté avec lui avant de venir, quoi. Mais on se demande pourquoi la PAC est si déconnectée du réel. Alors, bon, c'est un jugement un peu sévère. Mais ce qui est vrai, en revanche, dans ce que vous dites, c'est que ces dernières années, il y a eu une orientation de la politique agricole au niveau européen, essentiellement sous l'effet du commissaire qui était en charge de l'agriculture, qui allait vers la décroissance, qui allait vers le verdissement à tout crin, et qui a beaucoup été combattu par les agriculteurs, mais pas que. Les politiques ne s'y reconnaissaient pas non plus, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Un pays qui ne peut plus nourrir sa population, c'est un pays qui se met en risque énormément. Et un continent comme le continent européen qui ne peut plus nourrir sa population, ça veut dire qu'il se met dans la main d'autrui qui n'est pas forcément bienveillant. L'alimentation, on le sait depuis l'histoire de l'humanité, c'est une arme de guerre. On est d'accord. Et donc, on ne peut pas se laisser déposséder de cette souveraineté alimentaire au niveau européen. C'est la raison pour laquelle, il faut produire le plus vertueusement possible pour respecter notre environnement, parce que c'est votre outil de travail. Et ça, le problème, c'est que ça, on le sait bien. Nous, on s'en rend bien compte. On le vit avec. Donc, on a intérêt à en prendre soin. Mais on a l'impression qu'on nous met toujours des normes et des normes et des normes qui nous contraignent. Et en fait, sur le terrain, quand on travaille, on ne voit pas l'intérêt de ces normes-là. Et surtout, on voit les autres pays qui ne travaillent pas comme nous et qui y arrivent pourtant bien et qui nous concurrencent sur les productions. Tout à fait. Et là, c'est là que ça rejoint la responsabilité politique. Le nouveau commissaire européen, Christophe Hansen, n'a pas du tout ce langage décroissant, n'a pas du tout ce langage de la complexité normative et administrative dont on finit par perdre complètement le sens, c'est ça le problème, la logique, et qui met dans un état de comment dirais-je, d'inquiétude permanent l'agriculteur qu'il ne sait plus s'il fait bien ou pas, alors que de tout temps, il a toujours vécu avec la nature qui est son outil de travail. Et on s'adapte. Les premiers écologistes, ce sont les agriculteurs à l'évidence. Surtout qu'ils ont toujours obéi finalement assez docilement aux injonctions qu'on leur faisait. Ça, le problème, c'est qu'on s'adapte. On leur dit, il faut utiliser moins de produits phyto, et c'est une bonne chose. Ils le font, et on ne reconnaît jamais les efforts. C'est ça le problème. Et ça, c'est insupportable, parce qu'un effort qui est fait, qui n'est pas reconnu,
il est complètement découragé. Il y a deux axes. Moi, l'effort qu'on fait qui n'est pas reconnu, donc qui est très dur à accepter psychologiquement, mentalement, quand on est agriculteur, où on se dit, on essaie de faire le mieux possible et on nous tombe quand même dessus. Et l'effort financier, le manque de revenus, voilà. Oui. Et ces deux choses-là font que on est de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices à vouloir embrasser le métier. Et c'est les deux axes qui sont les plus importants pour nous, quoi. Alors ça, c'est le mur qui est devant nous, c'est le renouvellement des générations. Exactement. Ça, c'est clair. Alors, vous venez du monde de l'élevage, moi oui. aussi. Et vous êtes la 5e génération, c'est magnifique. Moi, je le vois bien dans les comices agricoles chez moi, la passion de l'élevage oui. se transmet de père en fils ou de père en fille. Et c'est beau à voir, c'est beau à voir. La passion, elle s'allume dès le plus jeune âge, quand ils promènent leurs petits veaux. Non, mais c'est dans les concours et tout. Et ça, c'est magnifique à voir. Et donc, c'est un métier qui a du sens, que les jeunes choisissent parce qu'il a du sens. Parce que travailler sur les métiers du vivant, ça a infiniment de sens et c'est beau. Et c'est ça qu'il faut reconnaître à sa juste valeur. Et c'est ça, où on a l'impression qu'on a beaucoup de mal entre l'opinion publique ou politique, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression d'être... C'est un peu excessif, Étienne, parce qu'il y a quand même toute une part de la population qui vous reconnaît, et de plus en plus. En tant qu'agriculteur ou agricultrice, mais pas dans notre métier, on va dire, la façon dont on travaille. Où on juge beaucoup la façon dont on travaille. Ce qui est insupportable, c'est les gens qui vont vous soupçonner dès lors que vous épandez du lisier, par exemple, alors que vous êtes autorisé à enrichir les sols avec... avec un calendrier parfois d'épandage qui est un peu absurde. Je l'ai assoupli. Je l'ai assoupli, vous le savez. Oui, oui. Oui. Alors, c'est très bien. Je peux vous assurer que... non, mais c'est le problème de la météo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas aller dans les champs. Quand les champs sont sous l'eau, on peut pas épandre. Ou qui vous donne des leçons sur la façon de travailler. Ça, c'est insupportable. Et ça, c'est souvent le fait d'une ignorance. Vous savez, l'ignorance crée souvent bien des problèmes. Les néo-ruraux qui ne supportent pas l'odeur de la campagne, le bruit de la campagne. Voilà, ça, c'est insupportable également. On a dû quand même légiférer à l'Assemblée nationale pour protéger les agriculteurs de tous ceux qui voudraient que ce soit à la campagne comme en ville, quoi. C'est ça. Qui viennent et qui donnent des leçons. Ça, c'est pas admissible. Et il nous faut protéger les agriculteurs de ça. Le problème, c'est, je termine là-dessus, le problème, c'est que je sens qu'on est d'accord sur beaucoup de choses, tous les deux. Donc c'est très très bien, moi ça me rassure plutôt. Maintenant, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme on dit. Et c'est vrai que le monde agricole a beaucoup de crainte envers le monde politique. Voilà, parce qu'on nous a fait beaucoup de promesses qui n'ont pas été suivies d'actes derrière. Et donc on a toujours cette crainte-là. Donc j'espère que à l'avenir, on aura moins de promesses, plus d'actions. C'est vraiment, je pense, un souhait que tous les agriculteurs doivent vous dire, enfin que vous rencontrez. Plus de promesses, plus d'actions, moins de promesses. Les politiques parlent. Oui. Mais les politiques agissent aussi. J'en doute pas. Et moi, dans mes relations avec le monde agricole, d'abord, elles sont marquées par deux volontés, qui correspondent d'ailleurs à la façon dont j'ai toujours travaillé dans ma vie d'élu. Il faut aller sur le terrain. Ce n'est qu'au contact des réalités du terrain qu'on perçoit véritablement les choses. C'est la raison pour laquelle, moi, une fois par semaine, je suis dans les fermes, dans les exploitations, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Deuxièmement, je n'avance rien dont je ne sois certaine que ça puisse être mis en œuvre. D'accord. Parce que ça, c'est le fondement de la confiance. C'est ça. Sans ça, il n'y a pas de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, on ne peut rien faire ensemble. Ok. Encore une dernière chose. J'ai vu, je termine sur une note un peu plus légère, j'ai vu en arrivant, il y a toutes les photos des ministres partout. Oui. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns, notamment une femme qui est devenue première ministre. Il y en a un qui est devenu président de la République. C'est quoi vos ambitions pour la suite? Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que mon ambition, vous savez quelle est-elle? C'est de rester le plus longtemps possible dans ce ministère. D'accord. Vraiment. Bon. Et je le dis avec toute la force de la sincérité du sentiment que j'éprouve, parce que c'est un ministère d'une très grande exigence, parce que les agriculteurs sont très exigeants avec leur politique, et ils ont raison. Mais c'est vraiment un ministère du cœur. Et je suis infiniment heureuse de la responsabilité que j'ai.
Merci beaucoup. Merci Étienne. Et puis, sous la vidéo, likez, partagez, posez des questions. La ministre prendra le temps d'aller sur YouTube pour répondre aux questions. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci.